Introduction. Bonjour à tous. Alors, pourquoi j'ai choisi de partager ce sujet avec vous aujourd'hui? Un peu comme l'a expliqué Jacques, au travers de mon parcours, j'ai eu le plaisir de travailler dans des sociétés internationales, nationales, des petites, des grandes, du public et du privé, pardon. Et le point commun que j'ai rencontré au niveau de la communication, c'était les conflits générationnels, hein, comme mimerait la génération Y. Et j'ai rencontré ça tout au long de mon parcours. Au début, c'était mon premier patron, qui était un vieux quadra, qui était pas, il savait pas s'adapter aux nouvelles technologies, il savait pas s'adapter aux changements. Puis au fur et à mesure de ma progression, ce sont mes collègues, mes plus jeunes collègues et mes subordonnés qui, je me trouve, mais ils savent pas s'adapter au travail, ils savent pas s'adapter aux procédures. Enfin, c'est catastrophique ça. Et voilà. Donc vous vous rendez compte, hein, inconsciemment ou consciemment, on a tous des clichés. Un gros cliché que j'ai rencontré il y a quelques mois dans une intervention dans une équipe de chirurgiens. Il y avait des jeunes qui sortaient de l'UNIF et qui voulaient imposer leur nouvelle façon d'opérer aux vieux dinosaures, hein, c'était le nom que les jeunes avaient donné, aux vieux dinosaures qui, eux, campaient sur leur position, 20 ans d'opération, on ne bougera pas, et ces jeunes blancs-becs ne nous apprendront pas comment il faut travailler, on sait comment il faut travailler. Blanc-bec, vieux dinosaures, les clichés étaient là et chacun campait dans sa position. Ça s'est arrangé depuis lors, mais voilà, un des buts de ma présentation, c'est essayer de dédramatiser ces conflits intergénérationnels. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire appel à votre culture générale. Est-ce que vous avez une idée de qui a cité? Quel est l'auteur de cette citation? C'est très très loin, effectivement. C'est voilà, bien, voilà, c'est pas loin, mais c'est un collègue, effectivement. Donc vous voyez que c'est pas nouveau, hein, ça a toujours existé et ça existera sans doute toujours. Donc pas s'inquiéter. La deuxième que j'aime bien aussi, la nouvelle génération est épouvantable, j'aimerais tellement en faire partie. Ça c'est plus récent, une idée? Bien, magnifique, effectivement, c'est lui. Donc ce qu'on peut tirer comme expérience, c'est que de temps en temps on critique l'autre génération ou les autres générations, mais ce qu'ils font c'est quand même chouette, hein. Ça c'est quand même assez agréable. Voilà. Alors, juste pour poser le décor, d'où vient le nom? Une idée? Bon, je vous dis d'où ça vient pas. Ça vient pas de leur tenue vestimentaire, hein. Là je vous donne une piste. C'est pas de là que ça vient, pas du tout. Alors il y a les écouteurs, on dit souvent. C'est vrai qu'ils ont toujours des écouteurs dans les oreilles. C'est pas ça non plus, mais ça se rapproche. Enfin, ça pourrait être ça. Le why, le Y du why, c'est vrai que c'est une génération pourquoi, c'est fatigant. C'est pas ça non plus. C'est tout simplement parce que la génération précédente s'appelait X. Donc voilà, situé sur un axe du temps, donc vous avez les baby boomers, vous avez la génération X et la génération Y qui se suit. Alors, juste une petite remarque par rapport à ça, c'est que vous voyez, alors c'est pas moi, c'est les sociologues, le temps de vie d'une génération rétrécit. Je veux dire, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était 25-30 ans, quasi une génération. Après, c'est passé à 25, 20, et maintenant, les dernières, on est à peu près à 15 ans. Ce qui aura comme conséquence, enfin, ce qui a déjà comme conséquence à l'heure actuelle, mais ça va être amplifié dans les années à venir, c'est qu'on va se retrouver dans le monde du travail avec plusieurs générations différentes. J'ai pris ici juste deux petits éléments qui permettent, je trouve, de bien distinguer l'évolution au sein des générations, surtout dans le monde de la formation et le monde du travail, ce qui nous intéresse. C'est l'ère industrielle, la première partie, la hiérarchie était très pesante, très, très haute, très lourde. Et puis au fur et à mesure, on est arrivé à une hiérarchie plus aplatie, puis une hiérarchie qui travaille par projet, donc on est arrivé à du matriciel, et puis maintenant on travaille pour plusieurs chefs à la fois, on est dépêché sur un projet, ça bouge beaucoup plus, la hiérarchie est moins stricte. Lieu du travail, Gaël en rentrera un petit peu plus dans le détail, mais on est parti d'un bureau seul, puis on doit partager son bureau, puis on a des paysagers, et puis on a des paysagers dans certaines entreprises où il n'y a même plus de poste de travail attitré, hein. Le soir, on met ses affaires dans le casier, et puis le lendemain, on rentre, et s'il y a un peu de chance, on occupe la même place, ou bien c'est une autre place. Ça va avoir une influence sur les générations. Alors, les caractéristiques principales, j'en ai pris que trois, il y en a beaucoup.
mais celles qui me semblaient les plus à propos. Alors, la première, ben, c'est un pouvoir d'achat moindre. La génération Y, donc ceux qui sont nés après 85, hein, ben, ils ont connu toutes les crises. Hein. La guerre du Golfe début des années 90, ils ont connu l'éclatement de la bulle Internet en 2000, ils ont connu le krach financier, la crise financière en 2008, donc ils sont habitués aux crises. Pour ça, on peut rajouter aussi les crises écologiques, etc. Ça, c'est une de leurs caractéristiques. Ils ont un taux de chômage qui est assez élevé. Et ils ont un rapport à l'argent qui n'est pas du tout tabou, ils n'en ont pas. Hein. Grosso modo, ils peuvent, enfin, moi, mes enfants, ils me demandent, tiens, tu as touché combien pour cette formation? Comment ça se fait que ceux-là payent mieux que ceux-là? Enfin, on n'aurait jamais osé, il y a 30 ans, demander à nos parents combien ils gagnent. Jamais, c'est un sujet tout à fait tabou. Et là, je pense, enfin, dans les lectures, on dit, on est arrivé maintenant au maximum de l'élévateur social. L'élévateur social, j'entends, c'est que chaque génération, normalement, donnait aux enfants une éducation plus grande, il y avait, au niveau financier, on était plus aisé, la santé était plus facile, etc. Donc ça augmentait à chaque fois, hein, les parents étaient mieux lotis que les grands-parents, et ainsi de suite. Et là, maintenant, on arrive, je pense, à une saturation. La génération Y sera pour le mieux aussi bien que la génération X, voire moins bien. À ça vient s'ajouter aussi un effet un peu paradoxal, où les gens, je parlais des X principalement, bah, ils ont gagné leur vie, etc., mais ils ont une espérance de vie plus grande. Donc ils doivent garder plus d'argent et ils auront moins l'occasion d'aider les Y. Deuxième conséquence que ça a, bah, c'est que aussi, bah, forcément, les gens vont de plus en plus tard dans le monde du travail et restent dans l'univers, le cocon familial beaucoup plus longtemps. Le film Tanguy l'illustre assez bien, et je pense qu'on a tous soit un Tanguy à la maison, soit dans nos connaissances, on a tous un Tanguy. Deuxième caractéristique, c'est très très grande adaptabilité. C'est une génération qui a ce kaléidoscope, on dit aussi de temps en temps, hein, qui a un univers à plusieurs vies professionnelles, plusieurs vies privées. Au niveau privé, ben, c'est tous alors, des enfants entre guillemets du divorce, ils ont connu les parents, les familles recomposées, et pour eux c'est normal. Ils se voient avec plusieurs vies amoureuses. Dans la vie professionnelle, c'est exactement la même chose. On estime qu'aujourd'hui, 60% pardon, des fonctions, des métiers qui seront existés en 2030, 2030 c'est dans 13 ans, hein, c'est pas très loin, n'existent pas. Donc ils doivent et ils vont s'adapter aux nouveaux métiers. Si je vous demande très vite qui exerce sa première fonction encore maintenant, qui est dans son premier job, il n'y a personne. Ouais, j'espérais quand même quelques personnes. Bon, ben, donc j'aurais posé la même question il y a 25 ans, je pense qu'il y aurait la moitié de la salle qui était toujours, hein, on faisait carrière dans une société, hein, maintenant ça c'est tout à fait fini pour eux. Alors ça, c'est primordial pour eux l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ils ont vu donc, hein, ils sont les jeunes, les trentenaires à peu près, on va dire maintenant, hein, ils ont vu leurs parents qui travaillaient le week-end, qui travaillaient jusqu'à 20 heures, qui étaient là au bout du GSM tout le temps, etc. Ils ont connu les premiers trains des licenciements, et là ils ont dit ça c'est pas pour moi. Ça, je ne prends pas. Je vais vraiment équilibrer ma vie privée et ma vie professionnelle. C'est un des points très très importants pour eux. Alors ça, c'est un sondage qui a été fait. Hein, dans 10 ans, tu t'imagines dans quel mode? Alors, vous connaissez tous le mode. Hein, ma fille est en mode déchet pour le moment. Elle est en deuxième cesse, elle ne se lave pas les cheveux, elle a un vieux training troué. Je ne vais pas ouvrir au facteur, je suis en mode déchet. Donc les jeunes parlent en mode. Alors, ce qui est le plus marquant, donc la première réponse qui vient, c'est l'équilibre. Donc, c'est entre vie professionnelle et vie privée. Et là, j'ai un chouette exemple. C'était quand j'étais responsable directeur chez Elio Charleroi, et il y avait un brigadier qui devait partir à la pension. Et on m'avait dit beaucoup de bien de Nicolas, un ouvrier. Et je vais un jour trouver Nicolas, et je lui dis, Nicolas, écoute, Jacques m'a parlé de toi, etc. Moi, je te propose, tu as 27 ans, bah, de se passer brigadier. Ouais, monsieur Winant, vous êtes bien gentil, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et alors, moi, gros naïf, hein, je plaque ma carte du monde. Hein. Mais enfin, Nicolas, tu as une petite amie? Non. Tu vas avoir des enfants? Non. Ben, une maison, maman, tu vas t'acheter une maison. C'est quand même, non, monsieur Winant, c'est pas pour moi. C'est très gentil. Enfin, je dis, bon. Et cerise sur le gâteau, il me dit, écoutez, en plus, monsieur Winant, vous savez,
Moi, gagner 150 ou 200 euros en plus, ce sera quand même pour le dépenser chez le médecin parce que je vais être stressé. Je dis, ah bon. Au moins, ça m'a soulagé, il reconnaissait que les managers sont un peu stressés quand même. Mais voilà, donc ça c'était son équilibre, son argent, son revenu, son salaire, c'était son argent de poche, il avait son équilibre pour le moment. Une caractéristique aussi, c'est qu'ils ont dû avoir à long terme, aussi bien pour la gestion de l'argent que pour la carrière. C'est carpe diem, ils vivent le moment présent. La deuxième, vocation, donc en mode vocation, je suis prêt à tout pour y arriver. Et ça, je lirais ça au sens. Pour eux, le sens a une importance aussi capitale. Le sens de ce qu'ils font dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. Là aussi, j'ai un chouette exemple. Juste avant les vacances, je vends mon vélo de route à un jeune homme via Internet, évidemment. Et il vient sonner, on discute, très sympathique. Et je discute avec ce jeune homme, 28 ans il avait. Et je dis, bah, tiens, c'est chouette, le vélo, c'est les vacances, tu vas pouvoir l'essayer, quoi. Elle me dit, non, 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 je vais le porter directement chez mes parents, puis je pars pendant un an en Afrique. En Afrique. Alors, je dis, ah, bon, c'est chouette, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai fait ingénieur civil, puis j'ai fait un master en économie, je travaille chez Solvay, il a dit un chouette poste, quoi. Et je dis, mais tu prends un congé sans solde? Ah non, 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 je donne ma démission, donc ça n'a plus de sens, je ne me vois pas passer ma vie chez Solvay. Donc hyper diplômé, il dit voilà, sa copine venait de finir l'UNIF, elle était un peu plus jeune, et on part un an ensemble. Ça avait du sens. Il avait mis son sens à ce moment-là dans la vie privée, pas dans la vie professionnelle. Mais voilà, ça c'est de temps en temps c'est un peu déconcertant. Hein, pour moi encore un vieux de la génération X en disant voilà, tu carrière, etc. Non. Troisième, je n'ai pas tous les passés, j'ai pris que les premiers, rassurez-vous. Ben, c'est mode caméléon, c'est un peu ce que je viens de dire. Hein. Vivre 15 vies en une. Quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qui les botte. Vivre connecté, je passe sur toutes les connexions qu'ils ont. Par contre, ça a une importance, je pense, pour nous. Ça a changé un petit peu la relation entre les parents et les éducateurs. Et éducateurs, et les enfants. Éducateur, pour moi, c'est l'entraîneur sportif, c'est le formateur, c'est le prof à l'école, etc. C'est qu'il n'y a plus avant celui qui savait et celui qui ignorait. Hein, avant, on avait à nos parents demander tout, hein, que c'est des questions sexuelles, de géographie, de religion, etc. Maintenant, ils n'ont plus besoin de nous, il n'y a plus un sachant et un ignorant, ça change le rapport pour nous les formateurs, ça change beaucoup le rapport. Ça c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qu'aussi ils questionnent l'autorité. Ils ont accès à toute l'information, toute, hein, il n'y a plus de barrières entre guillemets de sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai encore un exemple, il y a 2 jours, on discutait à table le soir avec la famille de végétarisme, etc., végétalien, etc. Puis je me gourre, je me trompe dans la définition d'un vegan. Moi, ma fille prend son smartphone, regarde papa, vegan, c'est pas ce que tu dis, hein, c'est ça, vegan. Hein. Tu vois qu'ils peuvent manger des... Excuse-moi. Donc l'autorité n'est plus la même. Quoi. On n'a plus, même en tant que formateur, on n'a plus cette autorité. On dit, moi je connais, regarde ici, je suis gradé, enfin, c'est pour ceux qui ont fait l'armée, hein, j'ai des grades, ça c'est fini ça. Alors, génération Y et nous c'est tous ceux qui ne sont pas Y. Hein. Alors, je vais juste prendre les leitmotifs, mais pour vous donner quand même, vous l'avez sans doute en vous, vous connaissez, mais les baby-boomers, c'était quoi? C'est les enfants de gens qui ont fait la guerre, ou ils ont peut-être connu la guerre un tout petit peu, et il faut souffrir hein, pour réussir, ça doit être dur, quoi. C'est devoir. Je dois travailler pour m'élever dans l'échelle sociale, je dois nourrir ma famille, je dois éduquer mes enfants, je dois gagner de l'argent, parce que ma femme, généralement, ne travaillait pas, donc je dois en tant qu'homme, etc. La génération Y, eux ont un peu profité des fruits de tout ce qui a été fait auparavant, et c'est plutôt l'avoir. Hein. On est dans je veux une belle maison, je veux des enfants, je veux une carrière, je veux, c'est plutôt de l'avoir. Et les Y, on en revient à la notion précédente, eux c'est, oh là, j'ai vu ce qui s'est passé, équilibre. Alors comment la manager maintenant? Parce que finalement c'est le thème de la petite conférence, je dirais. Alors, c'est les attentes des Grecs, j'insiste bien. Je ne dis pas que vous devez être flexible, c'est ce qu'ils attendent de nous, j'ai envie de dire, c'est qu'on soit flexible. Flexible pour les horaires de travail. Hein. S'il y en a qui gèrent des Grecs, ouais, ils arrivent toujours en retard, etc. Flexible pour les lieux de travail. On a vu que ça avait évolué, mais ça évolue encore. Eux sont prêts à travailler chez Exki. Il y a du Wi-Fi, c'est bon, je ne dois pas être au bureau. L'important, c'est que le travail soit fait. Hein. Le reste, c'est pas bien grave. Dans les formations aussi, ils ont ce qu'on dit l'employabilité. Pour eux, c'est très important. Moi, je peux prendre des formations, par exemple, apprendre l'allemand, même si je travaille au forum et que ça ne me sert peut-être à rien dans ma fonction, mais pourquoi je ne pourrais pas? Pourquoi? Parce que je pourrais l'employer après. L'employabilité est un grand terme pour eux.
Rapidité, bah, c'est tout de suite, hein, c'est l'Internet, pose une question, hein, on a la réponse tout de suite, donc ils demandent d'être rapides. Je me souviens d'un Y qui est un jour rentré dans mon bureau, j'étais au téléphone avec un client, et il rentre dans mon bureau, déjà rentrer dans le bureau de son patron il y a 30 ans, on ne le faisait pas, sans frapper, lui il rentre, il me voit au téléphone, il pose le bon de commande qu'il me demandait de signer, il fallait que je le signe tout de suite, quoi. Donc j'étais au téléphone, il fallait que je le fasse, quoi. Mais eux c'est normal, ils ont tout de suite, donc c'est normal. L'implication, là aussi, ils aiment être impliqués. Ils doivent comprendre le sens, voir comment ça fonctionne, comment, pourquoi, aussi bien au niveau des décisions que de l'information au sens général du terme. Ils adorent travailler en équipe. Bon, ils ont le réseau, évidemment, ils sont habitués. Ça, ils adorent. Donc ça, c'est quelque chose de très positif à utiliser, entre guillemets. Communication directe. Là, j'ai un exemple comme quoi les formateurs ne sont pas toujours les meilleurs exécutants. Je travaillais pour Bruxelles Formation, j'avais une mission à l'IBGE. Et au bout de la première journée, les gars étaient assez enthousiastes. Ils disent ouais, Hugues, c'est chouette tes slides, mais bah, tu parles vite, il y en a beaucoup, on n'a pas su prendre note. Est-ce qu'on peut avoir tes slides? Moi, tout de go, je prends une feuille, hop, je leur donne, je dis voilà, vous mettez votre adresse email, et ce soir, je rentre à la maison et je vous envoie tout ça, pas de problème. Puis je rentre chez moi et je dis attends, Hugues, tu es en train de dire voilà, il faut un peu respecter la hiérarchie, etc., etc. Je me dis non, ça se fait pas. Mets-toi à la place de Bruxelles Formation. Est-ce qu'ils seraient contents de savoir que tu pars en direct chez leurs clients? Non. Est-ce que tu serais content d'être à la place de la responsable formation de l'IBGE, à qui tu envoies tes slides directement à tous ces participants sans qu'il y ait un regard dessus pour approuver ou pas les slides, quoi. Donc, ayant les adresses e-mail, j'ai envoyé à tout le monde, tous les participants, et je leur ai expliqué ce que je viens de vous dire. Deux choses que moi j'ai retenues de là. La première, bah, c'est qu'on adopte des modes de fonctionnement d'autres générations. Là, j'avais été carrément en direct sans penser à rien d'autre. Et la deuxième, c'est qu'on dit toujours, mais ils ne comprennent pas, les Grecs ne comprennent pas. Ben si, moi je leur ai expliqué, ils ont trouvé ça normal. Ils disent, ben oui, c'est juste finalement, oui, c'est juste, si Gisèle n'a pas le truc, elle ne va pas être contente et c'est normal. Donc voilà, il faut leur expliquer. Là, on revient sur le why. Si on leur expliquait le pourquoi, ben c'était bon, ils avaient compris. Authenticité, transparence, plutôt que de grands discours, ben là, oui, je vous passe tous les scandales, toutes les promesses politiciennes, scandales écologiques avec les œufs, il y a pas, enfin, alimentaires, il y a quelques jours. Ils en ont marre d'être roulés dans la farine. On doit être authentique avec eux. Ne pas promettre quelque chose qu'on ne sait pas tenir. Encore plus avec eux. Et la génération suivante, je finirai par ça, juste pour quand même vous donner un avant-goût de ce qui va nous arriver. Ouais, c'est juste une amplification. Le Z, c'est une amplification du Y. J'ai pris 3 questions qu'on leur a posées dans une enquête. L'entreprise pour Z, c'est quoi? C'est la jungle. Ils trouvent ça affreux. Ils ne veulent pas en entendre parler pour la plupart. C'est cruel. Enfin, ils ont vu tout ce qui s'est passé, les mensonges, les scandales politiques, les trucs. Ils ne veulent pas en entendre parler. Deuxième question que je trouvais important ou intéressant de partager avec vous. Que veux-tu faire plus tard? Allez-y, hein. Entrepreneur. Entrepreneur dans le sens, donc ils comptent plus sur l'État-providence, ils comptent sur eux-mêmes. Ça, je trouve ça très positif et très chouette. Moi, je compte sur moi-même en tant que Z, je ne compte pas sur les autres. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, en 2016, 51% des gens dans le monde du travail étaient des freelance. Donc, c'est indépendant au sens très large du terme. C'est la première fois qu'il y a plus d'indépendants que de salariés. Et alors, la dernière, ça c'est malheureusement très très mauvais pour nous. Il va falloir qu'on s'adapte aussi, il va falloir mettre un peu de Y dans nos trucs. De qui apprendras-tu demain? D'eux-mêmes. Ils comptent plus sur nous, hein. Il y a un petit peu à gauche, à droite, mais ce sont aussi les entrepreneurs de leur formation, comme on dit. Ils vont aller pêcher à gauche, à droite, etc. Et s'il y a des bons formateurs, de bonnes formations, ils vont les prendre. Mais ils ne comptent plus, en tout cas sur nous, ou sur l'école, de manière générale, pour apprendre. Voilà. Alors, je rajoute la petite pièce de Z à mon puzzle des 3 générations précédentes. Eux, ils vont socialiser. C'est vraiment, eux, ils ont vu qu'on vivait avec multiracial, multiculturel, on sait tout ce qui se passe dans le monde maintenant, hein, que ce soit à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la Terre, il n'y a pas de souci, ils sont au courant de ça. Donc, eux vont plutôt voir large. Et pour schématiser très très fort, mais j'aime bien parce que c'est assez clair, les X, c'était tout venait
verticale, hein, je prenais l'information, je prenais le savoir d'en haut, etc., je le transmettais en bas. La génération Y, c'est un peu, on ramène tout à soi. Hein. Moi, j'ai ça, mais c'est un peu de la faute, je pense, des X qui ont beaucoup donné, avec beaucoup de bonne volonté, je dirais. Et puis les Z, ben, eux, ils vont plutôt voir de manière autour d'eux, ils vont socialiser. Voilà, ben, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter de bonnes estivales et grand merci à toute la génération dans la salle, puisqu'il y en a peut-être quand même quelques-unes. À bientôt.